Salut tout le monde, ici Pegajinka, bienvenue dans la review des épisodes 14 et 15 de Beyblade Burst Super King. Et enfin, j'ai envie de dire, enfin du bon Beyblade Burst, du Beyblade Burst avec du développement de personnage, du développement de scénario, du Beyblade Burst qualitatif comme on en a déjà vu. Ça faisait longtemps, hein, ça faisait maintenant 13 semaines qu'on attendait ça. Je sais pas combien ça fait en mois, je dirais... ouais, je dirais 2-3 mois environ. Mais en tout cas, c'était long. C'était très long. Et ça fait plaisir de revenir avec du bon Beyblade Burst. Pour l'occasion, j'ai même pris des notes. Bon, ça dépasse pas une page, hein, faut pas déconner hein, pour 2 épisodes de 10 minutes. Mais j'ai quand même pris des notes parce qu'il y avait des éléments très intéressants et j'ai pas envie de me perdre. Donc, voilà. Alors oui, déjà, dans un premier temps, on va préciser quelque chose. Même si je vais dire du positif, des épisodes qui sont parus cette semaine et la semaine dernière, ça retire en aucun cas l'ennui et le flou scénaristique qu'il y avait sur les anciens des épisodes qui étaient vraiment mauvais, je pense, et je pense l'avoir suffisamment dit dans les reviews que j'avais faites il y a quelques temps de cela. Voilà. Je pense qu'on peut définitivement commencer vraiment la review. Je voulais juste faire un petit point sur ça parce que j'ai eu quelques retours, mais on en parlera en fin de vidéo de manière totalement calme et civilisée. Voilà. Bon, du coup, petit résumé parce que ça fait quand même longtemps. Hikaru et Yuga sont allés sur Onigashima, qui est l'île des démons, et sur laquelle lui va s'entraîner. Et ils vont pour le défier et gagner des points pour potentiellement participer au Legend Festival. Il y a Hikaru qui se fait battre par lui et Yuga qui veut le défier juste après, mais ils sont interrompus par une tempête, ils sont obligés d'aller se réfugier dans un chalet. Yuga attend que la tempête se calme et va directement le voir alors que les autres sont en train de dormir. Et pendant ce temps, un certain personnage va littéralement casser la porte pour débarquer chez eux. Voilà, c'était un petit résumé histoire de ne pas vous perdre, et histoire que vous compreniez un peu les événements que je vais mentionner par la suite. Alors déjà aussi, ouais, je voulais faire un petit point sur la réelle de l'épisode, qui était vraiment bien. Ça fait plaisir d'avoir une réalisation assez soignée, et ça sublime un peu l'animation qui est de très bonne qualité, avec notamment du coup... la transition avec Yuga quand il sort, la transition au niveau du montage est très bien gérée. Il y a, on va dire, un cut temporel qui est effectué et on comprend directement, et c'est très bien foutu, très satisfaisant à regarder, je trouve. Et oui, quand Lane débarque, il y a un plan de caméra à la première personne pour du coup simuler son regard et qu'on se mette à sa place en regardant les personnages. Et ça, pareil, c'est super intuitif et on comprend direct. Donc voilà, à ce niveau-là, les deux épisodes qu'on a vus étaient très bien réalisés et montrent qu'au final, oui, ils en étaient capables de faire des bons épisodes. Et je pense juste qu'ils avaient pas assez de matière et qu'ils voulaient juste faire monter la sauce avec les Legend Blader pendant ce temps. Et je trouve ça dommage, parce que 15 épisodes, ça fait plus d'un cinquième de la série, et c'est pas rien. Hein. C'est clairement pas rien, donc c'est vraiment dommage qu'on se soit tapé des épisodes peu ouf en attendant ça. Voilà. On va directement passer du coup à l'introduction de Lane, qui est littéralement démoniaque, et ça prend tout son sens parce qu'on est sur l'île de Nigashima, donc l'île des démons. Et on a vraiment une introduction carrément démoniaque avec un bruit strident, un cri effrayant, une aura noire sur la porte. Et encore une fois, pour parler de la réal, on a ce moment où il enclenche la poignée de porte, on s'attend à ce qu'il la pousse et qu'on voit du coup son visage. Et là, bim, direct, on a un cut assez violent et qui montre du coup la violence du coup de Lane en détruisant la porte. C'est un jumpscare, du coup, je pense qu'on peut qualifier ça de jumpscare, mais c'est un jumpscare très bien géré, parce que du coup, on introduit une gradation dans les événements qui est directement coupée par un autre, et ça fonctionne, et encore une fois, c'est super bien foutu. Donc du coup, voilà, on a introduit Lane littéralement comme un démon. Déjà, on avait appris à le connaître de par les paroles de Free, et on se disait que c'était pas un mec très très sympatoche. Mais on va voir qu'il y a des nuances dans ce personnage, et encore une fois, c'est assez bien géré, et c'est un peu la manière qu'a Beyblade Burst de développer ses personnages, c'est-à-dire que on s'attend à quelque chose, et finalement, c'est autre chose. Et les événements qu'on a vus qui nous induisaient en erreur, au final,
bah, marche très bien dans l'autre interprétation qu'on nous propose. J'en veux pour exemple les Aiga, qui au début tout le monde se disait oui c'est un Valtevis, etc. Et au final, le parcours qu'il a fait, qui était très similaire à Valt, a montré qu'il lui était totalement opposé dans la personnalité de par les nuances qu'il a eues dans son parcours. Et je pense qu'avec Lane, c'est un peu ce qu'on va avoir. C'est-à-dire que là, on a un personnage très agressif, très fier, très démoniaque dans sa manière d'être. Mais on va avoir quand même des petites nuances qui vont nous faire nous dire ah ouais, peut-être que c'est pas totalement un méchant, peut-être qu'au final il est peut-être meilleur, plus bon que les deux protagonistes qu'on a actuellement. Oui, ensuite on enchaîne directement du coup avec le combat entre lui et Yuga qui a pour le thème les attaques upper. Et je trouve ça cool d'avoir un combat à thème parce que j'ai pas souvenir qu'il y en ait eu dans Beyblade Burst. Là on a littéralement un combat à thème et c'est du coup celui qui va sortir le plus gros upper et celui qui va tout simplement gagner à ce niveau là, et c'est super pertinent parce que super et t'as un ring à upper à rotation droite et Rage plus la base 3A a littéralement son gimmick de upper qui agit, donc c'est vraiment très bien trouvé comme thème de combat. Il est assez stylé, il y a pas mal de scènes assez dynamiques dans ce combat, donc c'est très bien animé. Et bien sûr, la conclusion de ce dernier est assez surprenante puisque ça va être Lane qui va débarquer dans le combat et qui va montrer une puissance assez ouf, notamment dans le fait qu'il provoque littéralement des éclairs dans le ciel et le fait qu'il fasse Burst Hyperion et qu'il éjecte Longinus. Ça a plusieurs effets. Déjà, dans un premier temps, ça nous montre que la puissance de feu de Lane au niveau pur est très effective, hein. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut éjecter deux baies et provoquer des éclairs en ciel. Mais ça montre aussi que Longinus est plus puissant que Hyperion, parce que du coup Hyperion a Burst mais pas Longinus. On nous a déjà sorti cet argument de faire burst une toupie et pas une autre pour nous montrer inconsciemment qu'il y avait un écart de force entre ces deux dernières. Mais ça montre quelque chose, donc je vais pas cracher dans la soupe. Ensuite, pour la fin de l'épisode 14, on a l'introduction de Shu qui marche très bien, voilà, de manière assez épique, avec une musique assez dramatique et les éclairs. Ça marche bien, c'est dans l'ambiance qu'on nous a habitués à présenter Shu, donc ça me dérange pas plus que ça, c'est bien fait. Ensuite, on commence avec l'épisode 15, qui commence un nouvel arc, et notamment ça se voit avec l'opening. Et ça, je suis désolé, je l'avais dit, que à chaque saison de Beyblade Burst, à l'épisode 15, il commence à s'exciter et à faire un nouvel arc. Ça, je crois que c'était dans la review d'avant, ou celle d'encore avant, que j'avais dit qu'à chaque saison de Beyblade Burst, il s'excitait à l'épisode 15. Et ça me fait marrer, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont dit... ouais mais tu verras, tu trouves pas ça ouf pour l'instant, mais tu verras après, ça va être mieux. J'ai dit exactement la même chose. C'est pas parce que j'aime pas pour l'instant que j'ai pas dit qu'à l'épisode 15, ce serait mieux. Putain, mais il y en a vraiment, vous me rendez fou, hein, mais je vais en parler en fin de vidéo, c'est pas grave. J'en étais à où? Parce que je me suis perdu. Oui, donc on commence avec un nouvel opening qui a introduit cet arc, et différence avec les 14 premiers épisodes, et qui montre qu'il y a vraiment plus de moyens et plus d'intention dans ce premier arc. Dans les 30 premières secondes, on sait pourquoi Shu est là, pourquoi Lane est là, et on connaît les objectifs de Lane. C'est-à-dire qu'on sait que Shu coach Lane, on sait que Lane a envie de vaincre les Legend Blader, qui a déjà vaincu Free, et qui va maintenant s'attaquer à lui. C'est sa nouvelle cible actuelle, et c'est pourquoi il est là. En 30 secondes, on connaît déjà tous les objectifs, et ça, putain, c'est fait avec des questions-réponses qui paraissent complètement naturelles. C'est-à-dire que le scénario ne nous est pas présenté sur un plateau d'argent comme on avait l'habitude dans les 13 premiers épisodes, et où au final il nous en donnait pas assez pour pouvoir établir une logique cohérente à travers tous les épisodes. Mais là, en 30 secondes, on nous donne des éléments implicites qui permettent quand même d'avoir une histoire cohérente. C'est très bien joué, et ça, je le reconnais volontiers. Oui, du coup, comme le combat précédent qui a été interrompu par une tempête, là, il y a une autre tempête qui va interrompre le combat. Et ça permet du coup de faire une pause et du coup de présenter plusieurs éléments. Alors oui, il y a le hérisson de Lane qui est très mignon, voilà, il y a des blagues assez drôles. Mais il y a un début de rivalité entre Lane et Hikaru qui s'installe, avec notamment Lane qui fait son discours sur la motivation qui te pousse à combattre. Et ça soulève un problème qui a été introduit dans les 13 premiers épisodes, c'est que Hikaru et Yuga
n'avait pas de motivation, n'avait pas d'objectif. Alors que Lane, lui, il est vraiment motivé par quelque chose, il a un véritable objectif, et c'est ça qui le rend si puissant. Et du coup, ça fait sens avec les 13 premiers épisodes. Et là, tu vas me dire, ah mais voilà, tu vois, les 13 premiers épisodes, ils servaient finalement à quelque chose. Et j'ai jamais dit le contraire. Dès ma première review, je t'ai dit que ça sentait mauvais, que Hikaru et Yuga, ils avaient pas vraiment d'objectif en créant leur toupie, que tout ce qu'ils voulaient faire, c'était faire comme les légendes. Je te l'avais dit qu'il y avait un début de relation entre Hikaru et Yuga qui commençait un peu à partir en couille avec un écart de force qui faisait qu'il y avait de la frustration d'un côté et de la reconnaissance de l'autre. Ça, je l'ai dit. Il n'y a pas de problème là-dessus, je le reconnais. Mais ça n'empêche pas que sur les 14 épisodes qu'on a eu, la proportion de minutes pertinentes avec le développement des Asahi, elle était pas de 50% au moins, hein. Elle était de bien moins. Et le reste qu'on a eu, c'était pas très pertinent. Et ça, je l'ai montré dans mes reviews. Et j'ai vu personne me soutenir le contraire, avec les arguments que j'ai avancés, hein, pour qu'on soit sur un bon pied d'égalité et qu'on parle bien de la même chose. Donc, encore une fois, je ne vois pas la pertinence de votre remarque, outre me dire ouais lol, t'as eu tort. Si t'en es à vouloir me prouver que j'ai eu tort sur un dessin animé pour enfants, je vais rien dire parce que je vais être méchant. Mais c'est extrêmement triste. Bref, oui, donc du coup, on a un début de rivalité qui naît entre Lane et Yuga. Et ça me fait penser que du coup, Lane va plus se rapprocher d'un Sakyo Kurayami, donc un personnage qui va certes être dur, mais qui va être fier et bon. Et que du coup, Yuga, lui, va plus se rapprocher un peu d'un Aiga, c'est-à-dire qu'à force de ressentir le Beyblade sans le comprendre, il va se perdre et au final, il va un peu tourner du côté obscur. À voir, hein. J'attends d'être surpris de ne pas prévoir la série, c'est tout ce que je demande, moi. Mais si on a quelque chose du genre, ça peut être extrêmement intéressant et très surprenant surtout. Oui, petite remarque, c'est-à-dire que pendant que le combat a été interrompu, t'as Yuga qui descend dans un espèce de centre d'entraînement avec des gradins et tout, et apparemment là, assez de place pour mettre un stadium. Pourquoi ils vont pas se réfugier en fait à l'intérieur pour faire leur combat? Je ne comprends pas. Pourquoi ils sont obligés d'attendre que la tempête se calme? Bon, c'est un détail, mais voilà, ça rend toujours le scénario de cette saison un peu bancal et je trouve ça dommage. Oui, le discours du coup sur la motivation de Lane, j'en ai parlé. L'origin story de Lane qui est mentionné par Chou, encore une fois, c'est pas lui spécialement qui amène son origin story, c'est apporté par un personnage qui a de la pertinence, c'est-à-dire que la première fois qu'il a vu Lane c'était lors d'un tournoi de New York, et c'est logique parce que Chou depuis Show Z je crois, oui Show Z parce qu'on l'a pas vu dans Gachi, est entraîneur des New York Bulls, et du coup ça paraît logique qu'il se renseigne un peu sur les tournois juniors, qu'il repère les nouveaux talents, etc. Et il l'a vu. Il a vu qu'il avait un véritable talent, qu'il avait un objectif, le flair, donc comme il les a décrits, c'était comme des flammes incandescentes qui avaient la volonté de tout consumer. Donc c'était un peu sa volonté de Red Eye à l'époque, c'est-à-dire une volonté de puissance, une volonté de progresser. Et au final, il veut avoir ce talent pour lui, donc c'est-à-dire pour progresser aussi, et ce qui montre que du coup, même s'il est entraîneur, il reste quand même un joueur aussi au fond de lui. Et je trouve cette nuance particulièrement intéressante. Mais ça montre aussi que du coup, de par le parcours qu'a eu Chou, eh ben, il commence un peu à connaître Lane. Et vu qu'il a déjà eu aussi des aventures avec Aiga, il sait comment y faire avec Lane. Il sait qu'il peut potentiellement partir en couille. Et il sait que il doit l'arrêter si jamais ça commence à lui faire du mal à lui-même. Et je trouve ça très pertinent parce que la présence de Chou est justifiée. Il y a un développement de personnage, il y a un développement d'origin story. Ça c'est pertinent et ça je l'accepte volontiers encore une fois. Du coup Yuga et Lane vont s'affronter parce que du coup c'est parti un peu en couille entre les deux. Il y en a un qui était en mode ouais commence pas à surestimer parce que t'as battu Free, et Lane qui était en mode bon bah vas-y tu sais quoi, vu que tu me casses les couilles je vais t'apprendre un peu le sens d'une motivation, je vais te remettre les pieds sur terre. Et chose très intéressante c'est que leur combat se passe en hors champ. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Et ça, encore une fois, comme mise en scène, c'est très astucieux et c'est très bien fait parce qu'au lieu de montrer quelque chose, de toujours aller dans la surenchère, de montrer quelque chose de surpuissant, et ben on le cache. C'est un peu les mêmes gimmicks dans les films d'horreur, c'est-à-dire que quand on a envie de montrer quelque chose d'extrêmement violent, on le cache et on laisse le spectateur s'imaginer les choses lui-même. Et ça, c'est super cool.
Et ça, c'est vachement bien. Ensuite, va y avoir le combat de Shu versus... Shu versus... rien à voir. Non, de Lane versus lui. J'ai rien à dire personnellement sur ce combat. Il présente très bien le gimmick de Variant Lucifer et est très stylé. D'ailleurs, le lancer de Lane est juste sublime et véhicule un nombre de messages absolument incroyable. On voit déjà la pose qu'il fait, qui est exactement celle de Shu, et qui du coup montre un peu l'héritage de Shu sur Lane. Donc ça, c'est très cool. Et du coup, oui, ça présente le gimmick de Variant Lucifer qui était un peu caché jusque-là, c'est-à-dire qu'on savait pas vraiment ce que c'était cette espèce de barrière autour. Et Yuga, qui l'a déjà affronté en hors-champ, nous dit mais si, c'est possible de pas se faire toucher par Variant Lucifer. C'est possible de se faire repousser sans même la toucher. Et du coup, ça c'est pertinent parce que, de 1, on l'a pas vu. Bah oui, parce que ça a été coupé au montage, donc ça servait en même temps à montrer la puissance de Lane, mais en même temps ça servait à cacher son gimmick, donc ça a été très bien mené. Et là, du coup, on nous révèle son gimmick dans un combat des plus épiques, donc encore une fois, c'est une progression logique et qui est très cool. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces épisodes 14 et 15 de Beyblade Burst Super King. C'était extrêmement cool, c'était très original, ça proposait des choses nouvelles. Ça, c'est du bon Beyblade Burst comme je l'aime, tu vois, c'est du Beyblade Burst qui me propose des choses, qui m'intéressent et qui me donne envie de m'intéresser à son histoire. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Et puis voilà. Donc voilà, bon, pour les personnes qui souhaitaient juste voir la review, allez-vous-en à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je vais juste parler un peu de ce qu'on m'a sorti par rapport à mes remarques sur Super King, notamment sur la nostalgie, la mauvaise foi, etc. Parce que j'ai besoin un peu d'y répondre, notamment par rapport à la nostalgie que j'ai forcément envers MFB, alors que je l'ai mentionné, je crois, 1 ou 2 fois. La seule fois où je me souviens l'avoir mentionné personnellement, c'était quand j'ai parlé de Zero et de sa qualification potentielle au Neo Battle Blader, et que je trouvais pas ça logique qu'il devait battre des Legend Blader pour pouvoir les rebattre après. Je trouvais ça complètement con et totalement illogique, et avec le recul, j'étais pas le seul. Et du coup, j'avais pris MFB comme exemple parce que c'était le plus proche et c'était le truc qui me semblait le plus pratique à expliquer. Mais j'aurais pu prendre Inazuma Eleven, j'aurais pu prendre Hunter x Hunter, j'aurais pu prendre ce que tu veux, n'importe quel animé qui impose, on va dire, une échelle de puissance. Il se sert de ce gimmick, mais là, évidemment, de toute évidence, c'était pas bien fait. Mais j'aurais pu prendre un tout autre manga, ça aurait eu le même résultat. Mais voilà, je comprends pas en fait en quoi je suis nostalgique avec MFB, parce que dans mes reviews, je le mentionne pas. J'essaye même de pas trop mentionner les anciennes saisons de Burst. Je le mentionne juste pour montrer que bah non, quand on me dit que Beyblade Burst ça a toujours été vide et qu'il n'y a pas eu de scénario, bah c'est faux en fait. À la fin de l'arc 1 de Beyblade Burst, bah il s'est passé des choses. Vatch il a progressé, il peut potentiellement participer au tournoi national, il a appris à mieux de maîtriser sa toupie. Là, à la fin de l'arc 1 de Super King, ils ont appris quoi? Que les Legend Blader étaient super puissants, mais on le savait déjà. Donc, non, il n'y a pas eu masse de choses, hein, donc non, je vois pas en quoi j'ai été nostalgique. Pareil, pour l'argument de la mauvaise foi, j'ai justifié quasiment tous mes arguments, je crois. Hein. Avec exemple à l'appui, démonstration, explication, donc encore une fois, je vois pas où est la mauvaise foi. Tout ça parce que j'ai dit que oui, le scénario ne se tenait pas debout. Mais je l'ai expliqué pourquoi ça se tenait pas debout. Si j'ai discuté avec plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'elles m'ont dit mais si, ça se tient debout, etc. Et dès que je trouvais 2-3 failles, etc., on me disait ouais mais t'es de mauvaise foi. Mais non, s'il y a des failles dans le scénario, faut les mentionner, c'est pas parce que toi ça te satisfait, et grand bien t'en fasse, y a pas de problème, grand bien t'en fasse si ça te satisfait, qu'il y a pas des failles. Et faut les mentionner. Si tu aimes réellement Beyblade Burst, faut reconnaître ces failles. Non mais voilà, c'était juste pour parler de ça, et aussi dire que le message de mes reviews ça a toujours été kiffer Beyblade Burst. Hein. Je vous ai jamais interdit d'aimer Burst. Hein. Jamais de la vie. Je vous ai même soutenu le contraire, je vous ai dit si vous aimez Beyblade Burst, allez-y. Et si vous trouvez que j'ai tort dans mes vidéos, montrez-le moi. Mais pas en me disant ouais t'es nostalgique ou t'es de mauvaise foi. Ça c'est envers ma personne, ça ne fait pas progresser le débat. Parler de démonstration, d'arguments, d'exemples, attardez-vous sur mon analyse, pas sur ce que j'en pense. Au final que j'aime Beyblade Burst ou pas, on s'en branle. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez.
Et puis, à plus tout le monde.